Je vais revenir sur plus la question de vulnérabilité. C'est un mot qu'on a entendu beaucoup aujourd'hui, qu'on entend beaucoup. C'est un peu un mot valise qui est souvent pas défini, et selon le monde dans lequel on vient ou la sensibilité qu'on a, on va lui mettre un sens différent. Donc moi, je vais essayer d'ouvrir un peu la valise, de voir ce qu'il y a dans la vulnérabilité. Alors la manière dont on aborde la question aujourd'hui à Santé publique France, on a pas mal évolué au cours du temps. C'est qu'on considère que la vulnérabilité, c'est vraiment la résultante d'une exposition, de la susceptibilité individuelle qui a été déjà beaucoup évoquée ce matin, et puis d'un enjeu qu'on a appelé capacité à faire face, qui va être dans quelle mesure une personne va pouvoir réduire son exposition ou appeler à l'aide si elle en a besoin une fois qu'elle est exposée. Et en découpant la vulnérabilité comme ça, sur ces trois dimensions, on se rend compte assez vite qu'en fait on a affaire à une notion qui est très dynamique, qui est très dépendante du contexte. Une personne peut être vulnérable un jour et pas l'être une semaine après. Elle dépend énormément de l'intensité de la chaleur. Alors sur le graphique, j'aurais dû mettre l'exposition en bien plus gros parce que c'est un facteur très important. Et là, avec, par exemple, en Inde, où on a une vague de chaleur dramatique depuis plus d'un mois, avec des températures qui dépassent 45 degrés, voire 50 degrés, l'exposition, l'intensité de l'exposition est telle que la susceptibilité individuelle n'a plus tellement d'importance. On a des hommes jeunes en très bonne santé qui font des coups de chaleur mortels, et la capacité à faire face ne fonctionne plus. Parce que la climatisation ne fonctionne plus, parce qu'il n'y a pas de service d'urgence, parce qu'il n'y a plus d'eau potable. Donc l'intensité de la chaleur va vraiment conditionner l'ensemble, de manière très importante, l'ensemble de la vulnérabilité. Et puis, ce qui est intéressant aussi de raisonner comme ça, c'est que ça offre de nombreux leviers d'action. Aujourd'hui, on a vraiment tendance à se concentrer sur la susceptibilité individuelle en disant les personnes âgées, les enfants, les personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires. C'est très important de connaître ces facteurs individuels parce que derrière, il y a une attention accrue à avoir, il y a des traitements particuliers, une manière d'accompagner les personnes particulières. Mais le risque, c'est d'essentialiser la vulnérabilité, c'est de la figer et c'est de mettre à distance le risque. Et c'est de se priver de leviers d'action parce qu'on peut difficilement arrêter d'être une personne âgée ou difficilement arrêter d'avoir une pathologie cardiaque. Par contre, sur l'exposition et sur la capacité à faire face, là, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Alors, si je rentre dans le détail de l'exposition, je ne vais pas lister tout ce qui est possible. Michel en a déjà parlé, on a un contexte, un sujet d'intérêt vraiment en milieu urbain, c'est l'îlot de chaleur urbain. C'est aussi les contrastes de température à une échelle plus fine. Donc l'îlot de chaleur urbain, c'est pareil, c'est pas un bloc, c'est quelque chose qui est dynamique, qui évolue dans le temps et dans l'espace. Donc là, je vous ai mis deux cartes de température de jour et de nuit en région parisienne, où vous voyez que l'image de nuit et l'image du jour est très différente. Ça, c'est pour un jour de juillet 2015. On aurait pris un autre jour, on aurait eu des cartes totalement différentes. Donc l'îlot de chaleur, ou la répartition spatiale de la chaleur, elle évolue vraiment dans le temps et dans l'espace, et elle peut changer très vite d'un jour à l'autre selon les conditions atmosphériques. Ces différences de température, elles sont aussi à très fine échelle. Là, sur l'autre graphique, vous avez des mesures de température qui ont été faites sur un trajet depuis le bois de Vincennes jusqu'au bois de Boulogne. Donc plus c'est rouge, plus c'est chaud, et plus c'est blanc ou bleu, plus c'est froid. Et en fait, on voit qu'effectivement, quand on passe dans le centre très urbanisé, c'est beaucoup plus rouge, donc c'est beaucoup plus chaud, mais que même là, on a vraiment des contrastes de température qui sont importants, puisque c'est alors, on peut se dire, c'est 1 degré de différence, c'est pas très important, mais en fait, quand on traduit ça en risque, 1 degré, c'est une différence de risque très importante. Et effectivement, l'îlot de chaleur urbain, c'est identifié comme un facteur de risque très important de surmortalité. Ça a été montré en France, Karine l'a rappelé, mais c'est également dans la littérature internationale un facteur important. Alors, pour lutter contre l'îlot de chaleur urbain, il y a un outil qui aujourd'hui porte beaucoup d'espoir, qui est assez intéressant, c'est la végétation en ville.
C'est un outil intéressant parce que la végétation va vraiment permettre de modifier l'exposition de manière... Alors maintenant, on comprend très bien les mécanismes. Selon le jour et la nuit, ce n'est pas les mêmes mécanismes. Ça dépend aussi beaucoup de l'état de santé de la végétation, puisqu'une végétation qui est très affaiblie par la chaleur et par la sécheresse va être beaucoup moins efficace pour réduire l'exposition. Mais en fait, c'est aussi, alors, il y a des mécanismes différents entre l'évapotranspiration et l'ombrage qui vont pas forcément changer de l'exposition de la même manière. Par exemple, en journée, quand on mesure la température, on ne va pas forcément avoir des valeurs différentes entre un espace végétalisé et un espace non végétalisé, la température de l'air. Par contre, le ressenti dans un espace végétalisé va être beaucoup plus agréable, notamment grâce à l'ombrage qui est apporté par les arbres. Et alors, ce que vous voyez sur ces graphiques qui montrent l'évolution des températures de l'air qui ont été mesurées à Paris. Donc en rouge, c'est la place de l'Opéra, donc c'est hyper minéral. En jaune, c'est le parc Montsouris, donc en plein milieu d'un espace vert. Et en vert, c'est Melun. Et donc c'est pendant une semaine où il a fait très chaud, c'était du 12 au 19 juillet 2022. Et donc ce que vous avez les heures, c'est le jour et la nuit. Donc vous voyez que quand il fait nuit, la température descend, quand il fait jour, la température augmente. Et donc le graphique du haut, c'est les températures, le graphique du bas, c'est le différentiel de température en jaune entre Opéra et Montsouris et en vert entre Opéra et Melun. Donc les différences que vous avez en vert, c'est l'îlot de chaleur urbain, la différence entre la ville et la campagne. Et en jaune, c'est la différence entre un espace très minéralisé qui est Opéra et un espace très peu minéralisé qui est Montsouris. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que là aussi, les différences, elles sont variables dans le temps. On a certains jours où il y a effectivement une grande différence. L'espace végétalisé est beaucoup plus frais que l'espace minéralisé. Puis il y a d'autres jours où les températures sont identiques. Il y a des jours où c'est même la zone de Melun qui va être aussi chaude que Opéra ou un peu plus chaude. Donc en fait, la végétation, c'est pas parce qu'un quartier est végétalisé que systématiquement, tout le temps, il est plus frais qu'un quartier qui n'est pas végétalisé. Il y a vraiment une notion très dynamique. Par ailleurs, donc j'ai déjà dit, certes, la végétation, si elle est en bonne santé, elle réduit l'exposition. Donc ça, c'est très intéressant. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on sait par ailleurs que de manière globale, vivre dans des zones végétalisées, ça rend en meilleure santé physique, en meilleure santé mentale, et ça permet aussi, dans certains cas, de réduire l'isolement social. Et donc tous ces facteurs-là, une meilleure santé physique, une meilleure santé mentale, ça réduit la susceptibilité individuelle à la chaleur. Moindre exposition, ça réduit l'exposition, et moindre isolement social, ça augmente la capacité à faire face. Donc la végétation, c'est vraiment un outil très intéressant pour réduire la vulnérabilité à la chaleur. Pour autant, ce n'est pas l'outil qui va tout résoudre. On a essayé d'étudier ça en Ile-de-France. On fait beaucoup de travaux en Ile-de-France parce qu'en fait, il y a beaucoup de données qu'on n'a pas dans d'autres zones en France. Donc c'est pas spécialement par amour pour l'Île-de-France, mais c'est vraiment parce qu'il y a les données qui sont présentes. Donc on a regardé dans les différentes communes d'Île-de-France s'il y avait vraiment une différence de risque de décès selon le niveau de végétalisation de la commune. Donc ce que vous avez sur les courbes en bas, vous avez le risque de décès à une température de l'été par rapport à une température médiane. Donc comme disait Jean-François, vous voyez bien que quand on est autour de 20 degrés, le risque de décès, il est autour de... Enfin, il n'y a pas de surrisque de décès. Et puis plus on s'éloigne vers des températures chaudes, donc jusqu'à presque 33 degrés, plus le risque augmente très vite. Et une différence de 1 degré, ça peut faire une multiplication, enfin une augmentation du risque très important. Et en fait, sur cette courbe, vous avez en bleu, c'est les communes où il y a très peu d'arbres dans la région parisienne. Et en vert, c'est les communes où il y a beaucoup d'arbres. Et en fait, vous voyez que ces courbes, elles se ressemblent beaucoup, en fait. Alors, la courbe verte, elle est un peu différente de la courbe bleue. Donc, certes, les arbres protègent, réduisent le risque, mais elles n'enlèvent pas le risque.
Et donc ce qu'on a mesuré, c'est que le risque de décès dans les communes les moins végétalisées, avec le moins d'arbres, avec le plus de sols minéraux, elles ont en moyenne un risque de décès qui est 7% plus faible que dans les communes très végétalisées. Donc la végétation, c'est vraiment un outil intéressant, mais il ne faut pas croire qu'on va résoudre tout le problème qu'avec la végétalisation. Ce qui est un peu, aujourd'hui, on voit dans beaucoup de plans d'adaptation, pour lutter contre les risques liés à la chaleur, on va végétaliser la ville. C'est très bien, mais ça ne va pas suffire. Là encore, les résultats qu'on retrouve en France, c'est des résultats qu'on retrouve à l'international. Donc l'autre courbe, ça vous présente le même type de courbe, le même type de résultat. Là, au lieu d'être sur uniquement une région, c'est sur 422 villes dans le monde, dont des villes françaises. Et là encore, vous avez entre la courbe verte, les courbes vertes et bleues, qui est celle qui ont des espaces verts, et la courbe rouge, qui est celle qui n'a très peu d'espaces verts. On voit que les courbes se ressemblent beaucoup, qu'il y a une petite différence, mais qu'il n'y a pas complètement annulation du risque. Un dernier enjeu sur l'exposition, c'est la différence entre l'intérieur et l'extérieur. Aujourd'hui, on travaille sur la température de l'air extérieur parce que c'est la seule donnée qu'on a. C'est très difficile de mesurer la température de l'air intérieur pour l'intégrer dans les études épidémiologiques parce qu'on a vraiment besoin de très longues séries de données. Cependant, un message qui est très important, qui est relayé aussi au niveau international, c'est que la température n'est pas nécessairement plus fraîche à l'intérieur. Par exemple, là encore en Inde, le conseil c'est de confiner la population. Ça a été fait dans certaines villes, mais en fait, c'est pas forcément comme ça qu'on va protéger la population. Et puis, il a été montré qu'un logement surexposé, ça peut être un piège mortel. Ça a été montré par les études de Santé publique France à Paris, et il y a un historien qui a fait une enquête vraiment très détaillée sur les personnes qui sont décédées pendant la canicule à Paris, et qui a montré que, là encore, la surexposition, notamment dans les logements sous les toits, se combinait avec des susceptibilités individuelles, par exemple l'âge ou le surpoids, mais se combinait aussi énormément avec des facteurs sociaux, donc capacité à faire face, d'absence totale d'interaction avec ses voisins, de difficulté à accéder à certaines zones des résidences, etc. Donc là encore, en fait, ce n'est pas uniquement l'exposition qui a joué, mais c'est la combinaison des trois paramètres. Et puis, alors je ne vais pas revenir sur les comportements, puisque ça a déjà été beaucoup abordé, si ce n'est pour ajouter qu'il faut aussi penser aux populations qui n'ont aucune marge de manœuvre sur l'exposition. Donc les personnes dépendantes, les très jeunes enfants qui dépendent des adultes de fait, et puis aussi des populations un peu plus spécifiques, comme par exemple les prisonniers qui dépendent de la bonne volonté d'autres personnes pour réduire leur exposition. Sur la susceptibilité individuelle, donc les facteurs physiologiques vous ont déjà été présentés. Effectivement, on peut faire des grandes catégories en mettant à part les enfants et personnes âgées parce que la thermorégulation est vraiment moins efficace. Toutes les personnes qui vont avoir des pathologies ou qui vont prendre des traitements, puisque certains traitements peuvent aussi réagir très mal à la chaleur, et maintenant c'est vraiment bien connu et partagé avec les professionnels de santé. Et puis la grossesse qui est vraiment... un sujet très important, puisque l'exposition à la chaleur s'est associée au petit poids de naissance, mais également à la prématurité et aux morts fétales in utero. On ne connaît pas encore bien les périodes critiques, on ne sait pas si ce qui compte c'est être exposé toute la grossesse, être exposé juste avant l'accouchement, être exposé au premier trimestre. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que les répercussions pour l'enfant, c'est tout au long de la vie, et que donc là, on a vraiment des effets de santé graves, et puis aussi une injustice intergénérationnelle importante pour ces enfants. Un dernier élément sur la susceptibilité, c'est qu'en fait, on voit dans les études que les risques sont différents pour les hommes et les femmes. Et en fait, ces différences, elles dépendent des pays. Donc il y a des pays qui trouvent que c'est plus les hommes, il y a des pays qui trouvent que c'est plus les femmes. En France, en fait, quand on regarde chez les personnes de 15 à 64 ans, le risque est plus élevé pour les hommes. C'est ce que vous avez dans le tableau, donc les 15-64 ans ou 65 ans et plus, hommes-femmes. Et puis là, on est encore sur la région parisienne, selon qu'on est en zone rurale ou en zone très, très dense. Donc vous voyez que sur les 15-64 ans, le risque relatif il est plus élevé chez les hommes.
probablement en lien avec des expositions professionnelles, mais aussi avec des comportements. Par exemple, ça a été montré dans le cadre de l'activité sportive que les très jeunes hommes en très bonne santé physique, très performants, peuvent avoir des comportements très à risque et des effets très graves pour leur santé. Après, quand on passe chez les 65 ans et plus, là, le risque, il explose chez les femmes. Vous voyez les chiffres sur le tableau. On est à des risques relatifs autour de 3 et 4, alors que chez les hommes, on est autour de 1 et 2. Encore une fois, il y a des pays qui trouvent la même chose, il y a des pays qui trouvent l'inverse. Alors pourquoi les femmes de plus de 65 ans seraient plus à risque? Plusieurs hypothèses. La première, c'est la physiologie. Alors il n'y a quasiment aucune étude sur la physiologie des femmes de plus de 65 ans. Mais si c'était la physiologie, ça ne devrait pas changer autant selon les pays. Deuxième explication, la démographie. Donc ça, parce qu'effectivement, il y a plus de femmes très âgées que d'hommes très âgés, donc c'est clair que ça joue. Le consensus aujourd'hui, c'est que ce n'est pas suffisant pour expliquer de telles différences de risque. Et donc, du coup, la dernière explication vers laquelle on peut se tourner, c'est les inégalités. Et en fait, quand on creuse un peu les données françaises, on voit qu'en termes de ressources économiques, en termes d'isolement social, en termes d'entourage, il y a des énormes différences entre être une femme âgée et être un homme âgé. Par exemple, les femmes de 85 ans, 55% vivent seules, alors que parmi les hommes de 85 ans, 24% des hommes vivent seuls. Donc il y a vraiment des très grosses différences là qui interrogent la capacité à faire face. Et effectivement, cette capacité à faire face, c'est un peu le fourre-tout, c'est un peu la dimension qu'on a vraiment du mal à appréhender parce qu'elle est très peu étudiée. À part l'isolement social et le niveau socio-économique, après on ne connaît pas trop ce qui se passe derrière. Là, il faudrait vraiment des méthodes de sciences humaines et sociales. Toujours est-il qu'encore une fois, elle dépend de l'ampleur de la chaleur et des autres risques concomitants, et que quand on sera à 46 degrés à Paris pendant une semaine, la capacité à faire face, il ne va plus rester grand-chose, ça sera la capacité à partir ou l'incapacité de partir. Je vais pas trop passer là-dessus, mais c'est plus si vous avez des questions. On a essayé de faire un petit exercice en utilisant des méthodes statistiques. Donc on a récupéré énormément d'indicateurs environnementaux, sociaux, démographiques, pour essayer de classer les iris. Donc c'est une échelle infracommunale, les quartiers, si vous voulez, de régions parisiennes selon leur vulnérabilité à la chaleur. Pour essayer de comprendre finalement, alors c'est pas tellement de dire telle zone est plus vulnérable que telle autre, mais essayer de comprendre quels étaient les facteurs qui allaient vraiment tirer la vulnérabilité dans chaque zone. Donc par exemple dans les zones violettes, qui sont, vous voyez, un peu sur le nord, là ce qui est vraiment déterminant, c'est les facteurs socio-économiques. Dans la zone jaune, ce qui va être vraiment déterminant, c'est de préserver la végétation en cours. Donc d'avoir fait cette analyse statistique, ça nous donne des billes pour comprendre derrière comment on peut agir. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est que on a eu, sur 17 ans, on a estimé qu'il y avait eu 8000 décès attribuables à la chaleur pendant l'été en Île-de-France. Et 70% de ces 8000 décès, c'est dans les deux zones qu'on a identifiées comme les plus vulnérables malgré tout, qui sont les zones violettes et vertes. Et donc juste pour finir, tout le monde est vulnérable à la chaleur, c'est vraiment ça le message. Ça peut être observé pour tous les âges, pour toutes les conditions physiques, ça peut changer d'un jour à l'autre, selon l'état physique, selon l'activité, selon l'environnement. Donc il ne faut vraiment pas essentialiser la vulnérabilité à la chaleur, il faut vraiment voir ça comme quelque chose qui peut vraiment concerner tout le monde. Et puis, du coup, quand on commence à réfléchir comme ça, on voit que l'habitat et l'environnement autour de l'habitat sont vraiment centraux, puisque c'est là qu'on va pouvoir diminuer l'exposition, c'est là qu'on va pouvoir améliorer l'état général de santé et donc diminuer la susceptibilité individuelle. Parce que voilà, quand on vit dans un environnement super pollué pendant des années, on risque de développer une pathologie cardiovasculaire qui va rendre plus vulnérable à la chaleur. Et puis, c'est aussi en favorisant des lieux de vie où il y a du contact, où il y a des liens sociaux, qu'on a une plus grande capacité à faire face.